Merci. C'est une belle présentation. Merci beaucoup. T'es gentil. Oh! Ça va pas bien. Alors je vous jure. La semaine passée, il y a une semaine et demie, j'étais en vacances à Barcelone. Ah ouais. Tu sais, fruits de mer, vin, plage, musée Picasso. Hein? Et je suis revenu il y a une semaine et demie, dans la neige. J'ai pogné la grippe. Lundi soir, j'ai un plombage qui a sauté. Je faisais Pierre et le Loup avec l'OSTR mercredi passé. Alors, j'étais chez mon dentiste mercredi matin à 7h30. Et comme je faisais Pierre et le Loup à 9h30 et que mon plombage avait sauté, il m'a réparé ça sans me geler, à froid. Et là, je termine la semaine avec vous, heureusement, pour bien terminer cette semaine-là. Merci d'être là avec moi et de bien faire que je finisse cette semaine. Ça ne peut pas toujours aller mal, merci. Mon nom est Brian Perrault, on vous l'a dit. J'ai une conférence sur écouter ses passions parce que dans la vie, souvent quand on a une passion, même si elle est bizarre, même si cette passion-là est étrange, même si cette passion-là ne concorde pas avec ce qui est normalement acceptable ou normalement ce qu'on souhaite voir chez les gens, quand on colle à ses passions, ça arrive souvent qu'on réussit de belles choses. Puis dans la conférence que je donne, je vous parle de ma passion à moi. Puis ma passion à moi, c'est la mythologie. Vous allez dire, la mythologie? Oui, c'est la mythologie. Qu'est-ce que c'est que la mythologie? La mythologie, c'est comme une boîte carrée. Hein, c'est une boîte. Puis ça se divise en 4 thèmes principaux. Et j'adore la mythologie parce que c'est un truc qui est ancien, mais c'est un truc qui est également très actuel. Très, très, très actuel. Parce que dans la mythologie, je vais vous parler des dieux. Hein? Depuis le début des temps, l'être humain a une conception du monde. C'est conçu le monde de façon, selon la culture, selon le lieu. Les Aztèques pensaient que Dieu, c'était le soleil. Les Grecs anciens pensaient que les dieux vivaient sur une montagne. Les Scandinaves pensaient que le monde était construit dans un arbre. Je ne sais pas si vous saviez ça, qu'il y avait un serpent qui roulait autour de cet arbre-là, puis qu'il y en avait un autre qui mangeait les racines, et que lorsque le serpent aurait mangé la dernière racine de l'arbre, l'arbre tomberait, et ce serait la fin du monde. Ça devait arriver en 2012. Puis c'est pas arrivé. J'avais loadé mes cartes de crédit et tout. Je me suis dit, ça va être la fin. Et là, je me retrouve avec des dettes. C'est pour ça que je fais des conférences. Non. Et quand je vous parle des dieux, c'est un thème qui est encore très actuel et de plus en plus, même au Québec. La charte de la laïcité, c'est ça. On parle des dieux et de l'influence que les dieux ont sur nous au quotidien. Vous allez dire, oui, mais moi, je ne crois pas. Pas croire, c'est déjà être dans le mouvement de croire en quelque chose d'autre ou d'avoir une autre spiritualité. Et quand des gars se mettent dans un avion, tu sais, puis s'en vont se frapper sur des tours à New York pour se retrouver avec 72 vierges au paradis, ça change le monde. Mais qu'est-ce qui change le monde? C'est la mythologie. Bon, c'est peut-être vrai qu'il y a 72 vierges au paradis quand on meurt en martyr. Je ne sais pas. Peut-être, c'est vrai. Mais ce que je dis, c'est que ces croyances-là et ces croyances dans des dieux-là vont modeler notre façon de penser et de concevoir le monde. Et il faut s'en rendre compte des fois pour réussir à s'en sortir et voir les choses autrement. La mythologie, c'est les dieux, je vous l'ai dit. C'est les créatures fantastiques. Vous allez dire, ouais, mais Brian, les créatures fantastiques. Les créatures fantastiques sont partout dans notre monde. Encore une fois, vous allez dire de quoi ils parlent. Qu'on parle des dragons, des loups-garous, des vampires, des spectres, des fantômes, tout ça, ça fait partie de notre quotidien parce que chaque créature fantastique, que l'on soit partout dans le monde, parle de l'être humain et des différentes façons qu'il a de gérer ses angoisses et de gérer sa vie au quotidien. Là, vous allez dire, hein? Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Il y a des lutins partout dans le monde. Je ne sais pas si vous saviez, il y a des lutins partout. Alors, au Québec, il est petit, un quart de poire, il y a des pattes de grenouille, il y a un œil d'alfron qui allume, pour qu'il voit où il s'en va. Il y a un bonnet rouge, il adore les chevaux, tout ça. Mais vous allez en Irlande,
C'est pas loin, il y a une autre sorte de lutin qui est habillé en vert, qui a les cheveux roux, tout ça, qui a un chapeau de forme avec un trèfle à 4 feuilles. Puis quand on en pogne un, on peut lui demander son pot d'or qui est généralement situé en dessous d'un arc-en-ciel. Vous avez entendu parler de ça? Ça s'appelle un leprechaun, un farfadet. Mais vous allez dans les pays scandinaves, il y a une autre sorte de lutin qui est petit, qui a un chapeau pointu, qui est vieux. Je sais pas, ils naissent vieux, ils sont toujours tous vieux, je ne sais pas pourquoi. Et c'est des protecteurs de la nature. Ça s'appelle un gnome. Puis vous vous rendez en Bretagne. Puis en Bretagne, vous allez trouver une autre sorte de lutin qui s'appelle un corrigan, qui sont toutes faites en roche, puis ils vivent dans des trous de lapin. Puis vous faites de culture en culture, de peuple en peuple, dans des endroits qui ne se sont jamais vus et jamais touchés, et il y a des lutins partout. C'est angoissant, ça. Est-ce que ça veut dire que les lutins existent? Je vous pose la question. Ceux et celles qui pensaient que les lutins existent, levez la main. Non, levez pas la main. Parce que si vous levez la main, vous avez besoin d'aide psychiatrique. Parce qu'on sait pertinemment que les lutins n'existent pas, mais comment ça se fait qu'il y en a partout? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi que ça existe? Pourquoi on en parle aux enfants? Pourquoi qu'ils sont là? Parce que c'est un grand principe humain qui s'appelle la gulliverisation. Les êtres humains prennent leur peur et leurs fantasmes et les réduisent dans une toute petite créature facilement contrôlable. Fait que mademoiselle qui est là, le soir se couche, hein? Il y a du vent, il y a du bruit autour de sa maison. Alors mademoiselle, au lieu de se dire « Oh mon Dieu, c'est un maniaque qui veut me tuer », d'angoisser là-dessus, elle se dit « Ah, mon grand-père me racontait que dans ce coin-ci, il y a des lutins. Ça doit être eux, ça calme l'angoisse et de cette façon-là, elle peut dormir. » Bon, c'est un exemple. Mais si vous prenez le loup-garou, c'est la même chose. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'un gars gentil, fin, un bon père de famille, mettons lui qui est là, qui a l'air gentil, il a une belle gueule, tout ça, sympathique, ça. À un moment donné, se lève un matin, va est pogné dans la circulation, puis il est pogné dans un bouchon de circulation, il y a un gars qui klaxonne en arrière, ouvre la porte de son char, va en arrière, puis pète la gueule du gars. Mais c'est quoi ça? C'est la bête. Ça, c'est le loup-garou. C'est la bête qui existe à l'intérieur de nous. Mais quand je parle de mythologie, puis quand je parle de créatures fantastiques, bien, je parle de nous et de notre façon d'être et de vivre. Mais par rapport à ça, on a eu une grosse période vampire, vous le savez. Le vampire, c'est la représentation parfaite du capitalisme. C'est la négation de la vieillesse, chirurgie esthétique, tout ça. L'éternelle jeunesse, la négation de la mort, c'est très présent dans nos sociétés, ça. Le vampire va chercher chez l'autre ce dont il a besoin. Il est farouchement indépendant. Il se tient en gang. Il y a juste sa gang d'élus, de privilégiés qui peuvent aller puiser chez les autres. Hein? Vampire, c'est ça. Et ça parle de notre société, ça parle de nous. Et là, on a quoi? Des zombies partout. Les zombies, c'est quoi? Il y a quelques années, il y a quelques temps, il y avait Occupy Wall Street. C'est qui? C'est tous ceux qui sont blessés par les vampires, par le système, qui reviennent hanter les places de commerce et qui sont là et qui les occupent. Voyez-vous? Alors on va se dire, ouais, aujourd'hui c'est les zombies, mais les zombies, ça parle de nous autres, de qui on est. Donc c'est ça que j'aborde dans la conférence. Les dieux, les créatures fantastiques, les grands héros. Dans toutes les cultures, il y a des grands héros. Les Grecs anciens ont Persée, Ulysse, Achille, Hercule, les mettre dans mes ans. Les Scandinaves ont Sinfil, qui était un tueur de dragons. Wagner a fait un opéra là-dessus. Les Japonais ont toute une gang de samouraïs qui ont tranché des têtes de génération en génération. Ça fait partie de leur culture. Curieusement, au Québec, on a aussi des grands héros. J'ai différentes castes. Je vous saute ça. Mais quand on parle de nos grands héros à nous, ben, ils sont majoritairement, puisque nous, on est un peuple conquis et annexé, on n'est pas dans le sport, on n'est pas dans la guerre comme telle. On est dans le sport, on transgresse le truc. Et curieusement, le cinéma québécois va mal, mais quand on traite d'un grand héros québécois, ça renaît. Pourquoi? Parce qu'on parle de notre mythologie. Le film de l'été, c'est Louis Cyr, l'homme le plus fort du monde. Voyez-vous, quand on parle de nous et quand on parle de fait que la mythologie, elle est là, elle est présente au quotidien. Les contes et légendes. Les contes et les légendes. Vous allez dire, ouais, mais Brian, les contes et les légendes, ça n'existe plus, c'est des vieilles histoires. Les êtres humains ne supportent pas le vide, et on parle de ça, je parle de ça dans la conférence. Quand vous voyez le ciel étoilé, hein, les êtres humains,
comprennent pas ça. Il faut qu'ils organisent. Tu vois? Fait qu'ils voient le ciel étoilé, ils voient des images, ils voient des points bleus. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils tracent des lignes. Ces lignes-là n'existent pas. C'est les êtres humains qui les tracent, les lignes. Et là, on fait « Oh, c'est le Gémeaux. Ah, c'est la Vierge. Ah, c'est... » Et on organise le monde. Et dans une société où on n'est plus capable d'organiser par la logique, d'organiser par la science, on a recours à quoi? Au fantastique pour expliquer les choses. Donc, les contes et légendes, ça vient expliquer le monde de façon différente. Je donne des exemples, puis je parle de ça aussi. C'est la partie où je parle de ma passion, qui est la mythologie. Ensuite, je parle de mon parcours. Mon parcours comme écrivain. Parce que moi, j'ai suivi ma passion dans la vie. Ma première passion, c'est le théâtre. Et j'ai étudié en théâtre. Et plusieurs personnes de mon entourage m'ont dit « Tu ne gagneras jamais ta vie avec ça, Tigran. » Et je suis allé pareil en théâtre. Et ensuite, j'ai continué en littérature, parce que c'était une autre de mes passions. Tu sais. Puis j'ai étudié le loup-garou dans la tradition orale du Québec. J'ai fait mon mémoire de maîtrise là-dessus. Je suis le seul loup-garologue au Québec, on vous l'a dit. Je n'ai pas de grosse clientèle, mais j'ai un titre. Non, mais on m'avait dit, tu as toujours besoin d'un titre dans la vie pour réussir. Je m'en suis fait un. On a dit, ça va te servir à quoi, cette maîtrise-là? Tu étudies le loup-garou, ça ne sert à rien. J'ai quand même suivi ce truc-là qu'il y avait en moi, tu sais, qui m'intéressait. Et je vous parle de mon parcours d'écrivain, de mon premier roman que j'ai écrit à l'âge de 27 ans, où j'étais sûr que c'était le plus grand chef-d'œuvre de la littérature québécoise moderne, et où j'ai eu un immense succès d'estime. Savez-vous, c'est quoi un succès d'estime? Ça veut dire que les journaux en parlent, la télévision en parle, la radio en parle, mais qu'il n'y a personne qui l'achète. C'est ça, un succès d'estime. Alors, je parle de mes différents succès d'estime que j'ai eus, jusqu'à la création de Amos d'Aragon, où pour la première fois dans ma vie, lorsque j'ai fait une activité, je me suis collé sur ce qui était ma passion dans la vie. La mythologie, qui va très, très bien avec le fantastique. Et curieusement, en me collant sur cette passion-là, sur ce qui m'animait dans la vie, sur ce qui m'allumait, sur ce qui me donnait une raison, à quelque part, d'exister. Parce que la passion dans la vie qu'on a, c'est généralement le sens de notre vie. Et quand on renie le sens de notre vie, on renie notre propre vie. On en dévie et ça va mal généralement. Quand on colle au sens de notre vie, aussi étrange ça peut avoir l'air, généralement, ça fonctionne. Alors, je vous parle du succès d'Amos d'Aragon, qui aujourd'hui, on vous l'a dit, j'ai écrit en 2002, c'est sorti en 2003. Et le succès d'Amos d'Aragon, c'est 1 400 000 livres de vendus au Québec seulement. Merci. Et c'est un truc qui continue. Ça s'est développé dans 22 pays, dans 22 langues, dans 26 pays. Amos d'Aragon est présent. Et puis j'ai suivi aussi Amos d'Aragon un peu dans ces pays-là. J'ai fait des salons du livre, tout ça. Mais puis aujourd'hui, c'est ça qui me permet de continuer à écrire. C'est Amos d'Aragon qui a fait que ma passion aussi pour le livre, je suis devenu éditeur. Puis bientôt libraire à Shawinigan. Et que je continue dans ma passion. Donc, et puis surtout en terminant, je fais aussi l'état du processus, des étapes. Parce que, un peu comme j'avais vu Bernard Voyer en conférence au Salon du livre de Rimouski, il nous disait, moi, mon rêve dans la vie, puis il y avait une grande fenêtre comme ça, puis il y avait une île, puis une montagne de l'autre bord. Puis il disait, mon rêve, quand j'étais jeune, c'était de monter sa montagne sur l'île. Puis il dit, un jour, j'ai pris mon canot avec des chums, chaloupe, puis je suis monté. Puis une fois que j'ai été au-dessus, je me suis posé une essentielle question. Laquelle je monte après? Tu sais? Puis on a monté une autre. Puis au bout de 30 ans, il est arrivé au top de l'Everest. Il n'est pas parti de Rimouski à l'Everest dans le même 15 minutes. Et il faut comprendre qu'on fasse n'importe quoi, que ce soit en entreprise ou que ce soit de façon individuelle, il y a des étapes à suivre, il y a des paliers à faire. Et que l'important, c'est réaliser ces paliers, parce que si on monte trop vite, on manque d'air. On redescend aussi rapidement. Donc, ma conférence s'articule autour de mon expérience, autour de mes passions, autour de la mythologie, en espérant que ceci puisse vous servir individuellement ou en entreprise, parce que souvent, l'expérience individuelle, c'est porteur pour un groupe, pour vous. Alors, merci de votre écoute. Vous avez fait une magnifique
magnifique fin de semaine. Et grâce à vous, j'ai quasiment plus mal aux dents. Bravo, vous m'avez guéri. Merci, Brian.